Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live France DevOps. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vous invite à envoyer un petit message dans le chat si le son, si la vidéo est Bonjour. OK pour vous. Tout à fait nickel. Bonjour, oui, impeccable. Bienvenue Léo. Aujourd'hui, on accueille donc Léo Dumont, Platform Engineer chez Shine, qui va nous parler de l'approche de conception Atomic Design en lien avec la CI/CD. D'accord, c'est bien ça, Léo? Yes, absolument, absolument. C'est tout à fait ça. Euh, Juste un petit peu avant de lancer la présentation, un peu d'infos logistiques. Donc vous avez tous vu le chat qui est en bas à droite. Juste à côté, vous avez l'onglet questions. On vous invite à poser vos questions au fur et à mesure du live. Et Léo, je crois que tu prendras le temps à la fin, on a oui, convenu oui. comme ça, pour balayer les questions et y répondre dans l'ordre qu'elles seront posées, ou en fonction du nombre de votes. Vous avez la possibilité de voter pour des questions qui auraient été posées par d'autres personnes. Léo, c'est à toi, je te laisse la parole. Je vais sortir de la scène et je reviendrai à la fin de ta présentation. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ok. Bon courage. À tout à l'heure, Thomas. Alors, du coup, aujourd'hui, donc, comme Thomas l'a introduit, on va parler d'Atomic Design dans un contexte de CI/CD. Tout d'abord, avant d'attaquer du coup ce sujet-là, alors moi c'est Léo Dumont, je bosse en tant que plateforme engineer chez Shine, comme Thomas l'a dit. Je fais partie du coup de la plateforme team et plus précisément de la partie DX Developer Experience. Il y a déjà eu, si vous ne savez pas ce que c'est la Developer Experience, je vous invite à aller voir sur le net, il y a plein d'articles là-dessus assez intéressants. Et il y a déjà eu un précédent live qui parle de Developer Experience chez France DevOps, organisé par Thomas Bonny, il me semble, il y a un mois à peu près. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'Atomic Design en CI/CD. Avant de vraiment expliquer ce que c'est l'Atomic Design, c'est important de revenir sur la CI/CD. Je vais le faire assez brièvement parce que je considère que si vous avez été intéressé par le sujet, vous êtes potentiellement un peu renseigné, mais on va reprendre les bases. En fait, la CI/CD, c'est quoi? La CI/CD, l'acronyme veut dire potentiellement deux choses différentes. Donc, normalement, c'est Continuous Integration et Continuous Delivery ou Continuous Deployment. Ça dépend du contexte dans lequel on l'utilise. Mais de manière générale, en fait, la CI/CD, c'est une manière et un process pour rendre le développement plus agile, réduire le temps de friction entre l'écriture du code et l'envoi en production, le time to market. En général, c'est un peu comme ça qu'on l'exprime. Ça fait partie d'un plus grand cadre, donc comme je disais, de la developer experience. L'idée, c'est de mettre en place cette CI/CD-là pour améliorer l'expérience développeur, qu'un développeur n'ait pas à se soucier de comment envoyer en production, mais qu'il soit vraiment focus sur les features et les fonctionnalités qu'il a délivrées, en sachant que du coup, l'aspect CI/CD s'occupera de tout le reste du déploiement directement en production. Mais il faut pas. Alors, pour mettre un peu plus un exemple, la CI/CD, c'est quoi? La CI/CD, au-delà d'un concept, ça se formalise comment? En fait, il y a plusieurs manières de le formaliser en fonction de différents providers de CI/CD. J'ai mis des exemples d'icônes, potentiellement vous les reconnaîtrez là-dessus. Donc on a Azure DevOps, GitHub, GitLab, Bitbucket et CircleCI. Aujourd'hui, pour l'exemple et pour la présentation, on va se baser sur GitLab, GitLab CI, en sachant que chacun des providers de CI implémente plus ou moins les mêmes fonctionnalités que je vais présenter ici, mais l'idée c'est de présenter le pattern Atomic Design, la construction d'un Atomic Design en CI/CD, en s'adaptant en fonction des différents providers. Ne vous inquiétez pas, plus tard dans la présentation, je vous montrerai des exemples un peu équivalents à ce qu'on peut faire chez GitLab. Donc, ce que je vous présentais chez GitLab, je vous présenterai des équivalents chez d'autres providers. Mais de manière générale, on est à peu près sur les mêmes bases. Ces bases-là, en général, ça ressemble à quoi? Donc, chez GitLab et chez les grands providers, c'est toujours des jobs qui contiennent des commandes qui sont exécutées à la chaîne dans un certain ordre pour effectuer certaines actions. Un peu comme on pourrait
comme un développeur pourrait le faire directement sur sa machine, en fait, on va définir une liste de commandes successives avec un ordonnancement particulier, avec des variables particulières à exécuter dans un contexte particulier, pour que ce soit la machine qui le fasse directement à notre place en fonction de différentes règles. Dès qu'on pousse du code, dès qu'on pousse du code sur une certaine branche, dès qu'on ouvre une pull request, merge request, dès qu'on demande à fusionner du code, donc. Voilà. Donc, j'ai pris un exemple assez basique d'un Hello World qu'on peut retrouver partout sur le net. Enfin, typiquement, cet exemple-là, il a été généré par ChatGPT, donc le plus basique possible d'exemple de pipeline GitLab. Donc, on a 3 stages. Un stage build, test, deploy. Dans notre cas, en gros, ce sera en premier le stage build et tous les jobs associés au stage build qui vont être run. Ensuite, le test, ensuite le deploy. En général, donc avec différents jobs, différentes configurations, par exemple, le deploy job, là, dans ce cas-là, on voit qu'il ne sera exécuté que sur la branche master. Alors ça, c'est le Hello World example qu'on trouve partout sur le net. Sauf qu'en fait, quand on veut essayer de le mettre en exergue sur, dans d'autres contextes, des contextes un peu plus proches de la réalité, par exemple, un contexte en fait microservice. Imaginons, on se met dans un contexte microservice où chacun de nos microservices, en gros, va matcher et va avoir un process de CI. Là, dans cet exemple-là, j'ai pris 4 microservices, user service, export service, mail service, webbook service. En fait, chacun de ces services-là a le process et la définition de GitLab CI associée. Mais on voit que c'est à peu près les mêmes. Enfin, c'est littéralement même les mêmes fichiers. Problème étant, c'est que si on applique du coup le Hello World example, en fait, on vient avec si on vraiment l'applique straightforward, on prend le fichier, on le pose et on le duplique partout au travers de tous les repos. En fait, on arrive en fait, il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients à cette manière de faire. C'est la manière la plus basique sans vraiment réfléchir. Mais le truc, c'est que ça s'adapte pas forcément à tous les besoins, à toutes les contraintes de dev. Par exemple, en gros, pour assurer de la consistance au travers de tous ces microservices-là, d'un point de vue de la CI, en fait, c'est super compliqué parce qu'en fait, il faut s'assurer que les développeurs ne changent pas les noms des jobs, ne mettent pas à jour des packages sans le dire ou potentiellement ne fassent pas des choses qui ne seraient pas autorisées par l'organisation. Aussi, c'est difficile à maintenir, autant pour les développeurs qui, eux, veulent mettre à jour les dépendances, les jobs et tout ça, mais aussi pour l'équipe DX, s'il y a une équipe DX ou la personne qui est en charge de la CI, c'est difficile à maintenir pour assurer une certaine cohérence et une certaine évolutivité. Par exemple, dès qu'on veut venir, imaginons, mettre à jour l'étape de déploiement, parce qu'on passe d'un cloud provider à un autre, par exemple de AWS à GCP, mais en fait, on est obligé de tester un job de mettre à jour dans chacun des repos, manuellement les jobs de déploiement, et donc un commit associé à chaque CI et retester à chaque fois que tout fonctionne. L'avantage de cette stratégie de mise en place de CI, un peu basique du coup, copier-coller, c'est que c'est super adaptable aux besoins. Typiquement, en gros, imaginons que notre export service, lui, il veuille utiliser une brique que les autres services n'utilisent pas. Imaginons l'export service, on va dire qu'il va générer des PDF. Pour générer des PDF, on va utiliser Chromium et on va devoir avoir un stage de build spécifique pour pouvoir build Chromium à l'intérieur. Donc, on va avoir besoin de plus de ressources potentiellement, de packages différents. Et là, on va pouvoir configurer spécifiquement sur l'export service ce truc-là, sans être vraiment confronté à de l'interdépendance ou entre guillemets être bloqué sur une seule manière de faire. Avant d'aller plus loin, du coup, l'idée ici, c'est de vous présenter donc l'Atomic Design. C'est le cœur de cette présentation, c'est de vous présenter une manière de faire pour essayer de, du coup, leverage ces petits problèmes-là de cohérence et de consistance au travers de vos repos et de votre CI/CD pour, entre guillemets, améliorer de manière générale l'expérience, donc la DX, l'expérience développeur.
Pour vous expliquer le concept d'Atomic Design, je sais que c'est plutôt, entre guillemets, ce nom-là, ce terme-là, on n'a pas l'habitude de le retrouver dans un contexte DevOps et dans un contexte CI/CD. On a plus l'habitude de le retrouver dans le domaine de la UI, donc UI UX, pour un tout autre usage, mais on peut, entre guillemets, le généraliser en disant que l'Atomic Design, c'est une méthodologie pour créer des design systems de manière structurée. En gros, pour vous expliquer, l'Atomic Design, c'est quoi? L'Atomic Design, c'est une manière de réfléchir qui dit que tout objet fini est composé de sous-objets plus petits. Et ces sous-objets plus petits sont composés de sous-objets plus petits, de descendre jusqu'à, entre guillemets, l'atomicité. Et en fait, on peut déconstruire du coup un objet, un système comme ça, en disant que le système final n'est qu'une somme composée d'atomes qui eux-mêmes composent des molécules, qui eux-mêmes composent des organismes, et les organismes mis ensemble composent notre système. Alors, c'est bien beau expliquer comme ça de manière textuelle. Je comprends que ça peut être un petit peu compliqué. Du coup, j'ai pris un exemple visuel, donc l'exemple qu'on peut retrouver un petit peu sur le net. Quand on cherche Atomic Design, on va tomber directement sur des images qui s'en rapprochent de l'aspect design, UI. Interface, donc on va avoir des atomes qui vont être par exemple un triangle, un rectangle et des lignes. On va les associer pour créer des molécules. Ces molécules-là, on va les mettre ensemble pour créer des organismes. Donc on va avoir plusieurs fois le même composant. Et après, ce composant-là, on va pouvoir le poser dans des templates et des pages. Là, en gros, très simplement, on a construit un système, donc là une interface dans ce cas-là, à partir d'atomes uniques, le plus petit possible. En gros, je vous propose, là, dans un second temps, de passer à une partie démo et de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ce système-là d'Atomic Design dans un contexte de CI/CD. Alors, je vais reprendre l'exemple de nos microservices. On a un mail service qui contient un fichier de CI et un user service qui contient un fichier de CI. On va comparer un petit peu les deux et je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu la manière de faire et la manière d'adresser pour construire un design system, donc appliquer l'Atomic Design en CI/CD. Déjà, pour commencer, ce qu'on fait, c'est que dans le cadre du user service, imaginons que c'est un repository à part sur GitLab, c'est assez important de le dire. Donc on a notre repository user service et on a notre fichier de CI, on le regarde ensemble. En gros, il contient 3 stages, build, test, deploy et post-deploy, avec des jobs qui contiennent différentes commandes, différentes variables. On peut voir que tous les jobs là ici présents utilisent la même image Node 16. On a un job de déploiement sur Sentry pour traquer les erreurs avec la création d'une release. On a des variables, on a des règles. Par exemple, là, notre job va s'exécuter si la branche actuelle, c'est sur master. Et ce qu'on peut faire, déjà, dans un premier temps, c'est qu'on peut commencer à noter et à lister, entre guillemets, dans un même repo, dans un premier repo, les correspondances et les ressemblances entre les jobs. Par exemple, on peut voir qu'ici, on a les mêmes images, donc la même version d'image qui est configurée. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dans GitLab, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des templates. Alors, je vous présenterai des analogies et des fonctionnalités, les 7 fonctionnalités de réutilisation de code dans d'autres providers juste après. Mais pour définir un template dans GitLab, il suffit juste de commencer par un point et on va dire, OK, en gros, on a notre template, c'est une image Node 16 qu'on va définir en image 16. Donc, on va lui donner le nom image Node 16. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir remplacer ces différentes définitions dans chaque job
on va pouvoir dire qu'au lieu de définir directement l'image, on va utiliser le template et on va étendre cette configuration. Donc, on va pouvoir étendre la configuration image node 16 dans ce job-là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le répliquer dans les différents jobs. Là, on a une image centrée. Donc déjà, pour commencer, on a un peu refactor le code pour rapatrier et redéplacer les morceaux de code un peu plus intelligemment, déjà. Ne serait-ce que ça. Ensuite, on va pouvoir faire à peu près le même travail sur tout ce qui est variable. Imaginons, on sait que dans ce cadre-là, dans notre cadre de notre projet à nous, le project name, ça va être user service, parce qu'on est dans le user service, tout simplement. On va appeler variable project name. Donc on va pouvoir faire exactement pareil, on va pouvoir étendre la var project name, et à partir de là, nos stages là n'auront plus besoin de contenir la variable project name, et ainsi de suite, jusqu'à refactorer l'intégralité des jobs de cette manière-là, dans cette logique-là. Donc, on va pouvoir continuer un peu ça. Et là, ce qu'on a commencé à faire, en gros, on a commencé à lister et à définir des atomes qui sont potentiellement partageables au sein d'un même repo. Déjà, ne serait-ce qu'au sein d'un même repo. On peut faire exactement pareil dans une configuration un peu plus avancée. Par exemple, sur ces jobs, donc on a un job de déploiement pour staging qui va être exécuté sur une branche develop. Ligne 10, image, note 16. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Absolument. Merci beaucoup pour le tips. J'avais effectivement une petite anti-sèche là-dessus. Et donc, on va définir donc cette image. On va pouvoir voir que sur notre exemple, là, pour les jobs de déploiement, en fait, la seule configuration qui diffère entre ces deux jobs-là, c'est de venir définir l'environnement qu'il target et la règle utilisée. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que le script, c'est littéralement le même. Donc, on va pouvoir définir un atome qui est du coup un script de déploiement, où là, la seule chose qui va être exécutée, c'est, là en l'occurrence, c'est juste un echo pour, entre guillemets, afficher ce qui va être fait. C'est un exemple basique pour pas déployer quelque chose en prod là comme ça. Et la petite différence entre ces différents jobs, c'est les règles et l'environnement sur lesquels ils vont être exécutés. Donc là, déjà, on peut directement enlever les différents scripts. Et on va venir comme ça, petit à petit, définir que voilà, nos jobs de déploiement sur staging et sur production contiennent le même script de déploiement, parce qu'en soi, c'est un déploiement. C'est juste que l'environnement change, et on va pouvoir, avec la même stratégie des variables, on va pouvoir définir deux variables qui vont être variables donc en staging. Donc on va l'appeler environnement. Staging, et pareil pour le second, on va pouvoir l'appeler production. Donc à partir de là, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ça? C'est que ça va nous permettre de définir un ensemble de variables utilisables par les développeurs sur ce projet-là et partageables. Un peu comme quand on met à disposition une librairie, par exemple, une librairie de code, où tous les développeurs vont utiliser, par exemple, le même fichier de liste d'erreurs. On va avoir un ensemble de naming, un ensemble de noms d'erreurs qui vont être utilisables par les développeurs et qui vont, entre guillemets, être la base de notre système. Donc là, on va pouvoir dire, on va utiliser donc, var staging pour le déploiement sur staging, et pareil, var env production
sur notre environnement de production. Pareil, on peut utiliser la variable environnement name, et du coup, on commence petit à petit à réduire nos jobs jusqu'à n'avoir, à n'être composé que de règles et d'atomes spécifiques. Par exemple, on va pouvoir définir des règles, par exemple règle staging. Donc ça, c'est la règle qui définit qu'est-ce que staging d'un point de vue de la CI. D'un point de vue de la CI, la branche staging est équivalent, l'environnement staging est équivalent à la branche develop. Pareil, on va pouvoir définir la règle production en disant que c'est la branche master. Et à partir de là, ce qu'on a dans nos différents jobs de déploiement, ben en fait, on a les jobs uniquement composés de tout petits atomes qui vont pouvoir être utilisables par les développeurs. Imaginons que l'équipe, la feature team en responsabilité de ce service-là, de ce user service-là, veut ajouter un nouveau job spécifiquement pour master, enfin spécifiquement pour la prod, spécifiquement pour staging, utiliser des variables d'environnement et tout ça directement, ben en gros, c'est ce listing de variables, tous ces packages partageables vont être définis, vont être prédéfinis à l'avance par les maintainers et les gens en charge de la CI/CD. Donc là, on retrouve différents jobs à certains niveaux. Là, on est dans le cadre d'un seul repository. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir réitérer cette expérience-là et ce découpage-là au travers des différents repositories. Là, je l'ai déjà fait pour vous. Oui, mais je pense que, oui, effectivement, il manque le bloc variable. Je vous le fais comme ça, mais dans tous les cas, j'ai directement les définitions là. On va refaire le même travail sur le mail service et on va venir identifier du coup certains. Donc on va venir faire le même travail, définir les variables partageables, reconstruire les jobs de cette manière-là. Et ce qu'on va pouvoir faire dans un second temps, du coup, c'est qu'on va pouvoir rapatrier via une fonctionnalité d'include, un peu comme ça. On va pouvoir inclure du code d'un autre projet GitLab. Imaginons que ça, ce soit un projet GitLab User Service, ça soit un mail service. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un design system pour notre CI/CD. On va définir un design system. Et après, on va pouvoir, dans notre design system, venir définir des atomes. Donc, les différentes images qu'on pourrait potentiellement configurer. Donc, on va pouvoir définir des atomes, des images, une liste d'images possibles. Donc là, on va rendre disponible pour les développeurs une liste d'images que l'équipe DX ou la CI/CD, on assure la maintenance dessus. Pareil, on va pouvoir définir des règles. Par exemple, on va pouvoir définir des règles spécifiques. Une règle pour la prod, c'est forcément la branche master sur tous les repositories. Une règle pour staging, c'est la branche staging. Une règle pour develop, c'est la règle develop. Pareil, une règle dans le cadre d'une merge request. GitLab s'appelle une merge request, dans GitHub, c'est une pull request. Et on va pouvoir également définir une liste de stage définie à l'avance qu'on va pouvoir partager au travers de tous les repositories. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir la même structure, on va proposer la même structure aux développeurs, ou quand on va inclure ce fichier-là, par exemple dans notre user service repository, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir inclure donc d'un projet en particulier. Là, le projet s'appelle GitLab Atomic Design in CI/CD, et on va pouvoir inclure un file particulier. On va pouvoir dire, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais inclure les stages pour ce projet-là. Et automatiquement, GitLab, ce qu'il va faire, c'est qu'il va définir la liste des stages disponibles. Donc, il va venir autocompléter ce qui était déjà là. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et on va mettre à dispo donc les stages définis juste ici. Donc, pour pouvoir utiliser le stage build dans notre projet, on va pouvoir étendre le stage build directement de là.
Pareil pour le stage test. Et pareil pour le stage deploy. Ça permet de définir, en gros, de créer une cohérence au travers de tous les repositories pour en améliorer la maintenance. Éviter que potentiellement les développeurs créent des stages, les renomment, qu'ils n'aient pas le même naming pour les maintenir à jour et pour, entre guillemets, dans un cadre d'observabilité, ça peut être un peu plus compliqué d'avoir l'overview de comment fonctionnent les repositories. Donc, on continue ça. À partir de là, dès qu'on a défini tous nos atomes, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir définir des molécules. Les molécules, là, j'ai pris parti dans cet exemple-là d'Atomic Design, de Design System, de définir des molécules relatifs à l'engine sur lequel tourne notre projet. Là, par exemple, il tourne sur Node.js. Donc là, en fait, j'ai défini qu'est-ce qu'un build job dans le contexte de Node.js. En gros, ça utilise Node Default, qui va être l'image par défaut de Node. Ça va utiliser la variable d'environnement project name. Ça va run sur le stage build. Et ça va exécuter donc le job de build qui est relatif à, genre nous c'est npm run build environnement. Et on va pouvoir définir un environnement, on va pouvoir le passer à un environnement particulier. Pareil pour le test job, tout ceci sont des templates. Donc en gros, on a défini un gros template à partir, donc on a défini notre molécule à partir d'atomes. Et maintenant, ces molécules-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir les regrouper dans des organismes. C'est un peu, si vous avez déjà travaillé avec GitLab, la manière dont fonctionne l'auto-DevOps de GitLab. C'est comme ça que ça fonctionne. En gros, on va venir inclure nos molécules, on va venir définir non pas des templates ce coup-ci, mais des jobs. Et en fait, dès qu'on inclura ce fichier dans notre projet, ces jobs-là seront automatiquement exécutés. On n'aura pas à les recréer et à les reconfigurer comme j'ai fait juste ici en faisant un extends. L'avantage de ça, c'est que on va pouvoir potentiellement, dans un cadre un peu plus fat, dans un cadre un peu plus appliqué, créer des auto-DevOps pour différentes technos. Là où, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai défini que tous mes projets doivent publier une image Docker à la fin de leur stage, donc en post-deploy, sur toutes les branches de fonctionnalité, c'est-à-dire rendre des images Docker disponibles pour toutes les branches qui ne sont pas ni master, ni staging, ni develop. Et à partir de ça, un projet, entre guillemets, conforme à un ensemble de règles devra inclure ce fichier-là, et je suis sûr et certain que tous les projets auront forcément une image Docker reliée à leur branche de fonctionnalité. Voilà, sur la manière de comment construire un design system un peu plus atomique, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe petit à petit dans chacun des repositories, on va regrouper pour pouvoir étendre et exposer entre guillemets, des variables disponibles pour les développeurs. Voilà. Ça, pour la démo, c'en est fini. Je n'ai pas run la pipeline, mais vous pourrez directement aller sur le repository à la fin de la présentation pour aller vérifier et tester vous-même, en sachant que j'ai mis à dispo des templates directement préfaits par type d'outil, pour un linter, pour utiliser Sentry, pour utiliser Docker Registry. Et si vous voulez les utiliser directement dans votre projet, vous avez juste à référencer, faire un include mon projet, genre project Maestro Atomic Design CI/CD, et récupérer le fichier qui correspond. Par exemple, si je veux récupérer le shared, j'ai juste à dire, je vais récupérer genre /2 Awesome Design System /shared /main.yaml, et vous pourrez utiliser directement les mêmes variables et les mêmes composantes que moi. Donc, après la démo, je vous avais dit que en gros, on peut retrouver genre des refactos de code ou genre des patterns de réutilisation de code dans d'autres providers, mais sous d'autres noms qui fonctionnent pas forcément de la même manière, mais la méthode derrière et l'idée derrière, le concept derrière est le même, c'est de réutiliser du code et de partager du code au travers toute notre CI/CD. Dans GitLab, du coup, je vous expliquais, c'est des GitLab templates avec le point.
Dans GitHub, on va avoir des reusable workflows et des shared actions. Les shared actions, ça va être vraiment les plus petites unités, et les reusable workflows, ça va être plutôt, par rapport à ma démo, des organismes qu'on va pouvoir importer, utiliser directement. Et sur CircleCI, on va plus, la techno s'appellera des CircleCI Orbs, qu'on va pouvoir partager, publier, sous la forme d'images Docker. Alors, du coup, pour conclure un petit peu cette présentation, alors, il y a plusieurs avantages à mettre en place ce genre de système-là. Pour commencer, le premier, c'est déjà d'apporter et d'amener des blocs qui sont maintenables. C'est facile de dire que, par exemple, l'image par défaut, comme je vous l'ai montré dans la démo, l'image par défaut de notre système, on va pouvoir définir que genre c'est image node default, en disant que l'image par défaut de node, c'est l'image node 16. Et à partir de là, dès qu'on veut upgrader l'image de node de manière globale, on a juste à remplacer le node default de node 16 à node 18. Et automatiquement, les pipelines vont s'adapter à ça. Un autre avantage, c'est que c'est assez adaptable aux besoins. En gros, ce qu'on fournit, c'est qu'on fournit un ensemble d'outils aux développeurs et aux maintainers de chaque projet pour construire leur propre pipeline avec des outils qu'on maîtrise. Donc on a, entre guillemets, une boîte à outils qu'on propose et sur laquelle on apporte du support, où potentiellement des développeurs vont pouvoir nous dire moi, mon service, il a un besoin assez particulier, assez spécifique, comme je vous ai expliqué, de mettre en place un Chromium pour pouvoir générer des PDF. Est-ce que d'autres services dans mon design, dans mon architecture microservice a ce même problème-là? Ok. Peut-être que ça vaut le coup de créer un bloc réutilisable, partageable, que les deux peuvent utiliser ou pas. Ça dépend en fonction du besoin et des du besoin là de cette équipe-là en particulier et des autres équipes qu'on a à manager. Il y a aussi un aspect assez important, c'est qu'en fait, on cache la complexité pour les développeurs. Par exemple, l'utilisation de secrets ou le référencement de secrets, la récupération et l'injection de variables, en gros, on va la cacher directement dans ces templates-là. Les développeurs n'auront pas forcément besoin de comprendre comment ça fonctionne derrière, mais directement l'utiliser pour construire des pipelines assez complexes. L'une des limitations de ce système de manière générale, c'est au-delà de construire un design system en utilisant l'Atomic Design, en fait, comment en créer un qui est efficient. C'est pas tout de vouloir découper le plus petit possible, d'avoir le plus petit atome possible. Si cet atome-là, par exemple, il est utilisé que dans un seul et unique contexte, est-ce que ça vaut le coup de l'avoir dans ce contexte-là? Donc d'avoir seulement dans ce contexte-là ou d'en faire un atome pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Et du coup, on arrive à ce genre de questionnement de comment construire un système, un design système qui soit scalable et efficient. C'est un peu les mêmes problématiques au final, entre guillemets, en extrapolant que en UI. Quand on veut mettre à jour et maintenir un design système, en gros, on se pose les mêmes questions. Comment créer un design system qui soit efficient. Aussi, par rapport à ce système, c'est bien beau d'en mettre un en place, mais c'est qui le gère? Et ça, en gros, ça va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Imaginons que vous êtes dans un contexte où il y a très peu de développeurs pour le maintenir. On peut être plutôt sur un mode de collaboration, entre guillemets, un mode un peu collaboratif, où chacun vient ajouter des atomes et maintenir et mettre à jour, entre guillemets, et ajouter, updater en fonction de ses besoins, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui gouverne. Dans un contexte, entre guillemets, un peu plus gros, type scale-up, où on va avoir plusieurs feature teams, là, on va être obligé de mettre en place un système de gouvernance par une équipe particulière, potentiellement une équipe DX, qui va venir mettre à jour, recevoir les feedbacks des développeurs et les besoins des développeurs, et potentiellement mettre à jour, mettre des règles en place, pour pouvoir alimenter, maintenir ce système-là. Et entre les deux, entre petite équipe et grosse organisation, on peut arriver à des modes un peu hybrides entre les deux. Aussi, et surtout, c'est bien beau d'avoir des templates à dispo. Si on n'explique pas aux développeurs à quoi ça sert, à quoi servent ces templates, quels sont entre guillemets leurs usages, dans quel cadre on les utilise, quels sont les trade-offs,
sans documentation, ça va être très compliqué de mettre à dispo, entre guillemets, de rendre accessibles ces blocs de code-là aux développeurs. En fait, c'est bien beau de mettre en place un système de CI/CD pour améliorer la développeur experience. Si on n'explique pas aux développeurs à quoi correspondent les outils qu'ils utilisent, selon moi, en gros, on vient appauvrir la développeur experience ou on leur cache un peu trop la complexité dans un sens. Mais au final, après tous ces avantages et ces limitations, en gros, on peut tout simplement dire que genre la CI/CD, c'est finalement que du code. Et on peut appliquer tous les patterns de code, toutes les architectures de code. En fait, on peut appliquer tous ces patterns-là et toutes ces réflexions-là autour du code de CI/CD et réfléchir un peu de la même manière. Comment on refactor, comment on met à dispo une librairie, c'est le même concept. Une lib, si on la met à dispo sans documentation, elle ne va pas forcément être utilisée. On va avoir beaucoup de retours de bugs, beaucoup d'issues par rapport à ça. Qui c'est qui maintient une librairie? En fait, on en revient à dire et on revient au même problème que maintenir du code. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Petite cote de fin. N'oubliez pas que, en gros, les gros projets sont toujours faits de petites choses. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me donner un feedback sur Open Feedback pour cette présentation. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou sur GitHub. Et oui, effectivement, Mathieu, tu as bien fait de le dire. Nous recrutons dans notre équipe DX chez Shine pour compléter l'équipe DX et améliorer du coup l'expérience développeur au travers de toute la team. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léo. Je ne sais pas si tu vois, mais on a eu quelques questions qui ont été posées pendant le call. Je n'ai pas regardé les questions, mais ouais. Suggestion, on peut imaginer ensuite un code owner sur GitLab pour s'assurer que la plateforme team est incluse dans les discussions. Oui, tout à fait. On peut, entre guillemets, mettre en place en fonction des outils à dispo sur le CI/CD provider, des règles d'ownership par exemple, sur des attentes particulières. Imaginons, dans notre organisation, de manière générale, on va dire que on a des feature teams, mais on a aussi des transversales en mode une équipe un peu pluridisciplinaire va s'occuper de toutes les tâches relatives à une app mobile, au développement mobile. En gros, on peut dire que tous les jobs relatifs au développement mobile sont ownés par l'équipe qui s'occupe du développement mobile, en gros. Une modif d'un atome ou molécule peut casser les pipelines de tous les services. Comment tester? En gros, c'est un peu la même manière de... Ce que je disais juste avant, c'est que ça, c'est juste du code. Ce qu'on peut faire dans GitLab, c'est qu'on peut spécifier déjà, tout simplement, au-delà de spécifier un projet, quand on inclut notre code, on peut également spécifier une ref. Et on peut potentiellement dire, je vais prendre, imaginons un exemple dans le user service. Je veux mettre à jour l'image de Node sur tous les services, mais je veux le tester d'abord sur le user service. Je vais créer une branche. Moi, qui maintient mon côté design system, upgrade Node 16 to Node 18, imaginons. Et je vais pouvoir référencer cette branche-là juste ici. Je vais pousser mon code de mon user service et on va pouvoir tester sur ce service-là en particulier. On va pouvoir faire un rollout progressif de cette modif-là pour vérifier que ça fonctionne. Et après, côté design system, on a juste à merger sur master et là, ce sera dispo pour tous les services. Est-ce que cette approche est portée par le catalogue de CI/CD proposé par R2 DevOps? Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, je ne sais pas si elle est portée par le catalogue, mais en tout cas, elle n'a rien à voir. Disons que le catalogue R2 DevOps, c'est plutôt des briques réutilisables de manière dockerisée pour exécuter des scripts et des jobs. Là, c'est plus pour consolider et avoir un système maintenable en interne, si on veut le construire, entre guillemets, from scratch. Est-ce que tu as des recommandations d'expérience
ou des retours d'expérience sur comment passer d'un état code dupliqué partout à un design atomique sans se vautrer dans le processus. Alors, étant donné que j'ai déjà eu à le faire par le passé, je dis pas que c'est la bonne manière de faire, mais ça m'a vachement aidé. Un peu à la même manière que la démo, c'est de commencer par un service et d'identifier le code réutilisable, les atomes réutilisables dans ce même service-là. Donc après, on en extrait du coup ces choses-là et on va les lister. On va, imaginons potentiellement, créer notre design system à partir d'un fichier d'un seul service. Et on va faire ça, donc ce travail-là, pour un deuxième service. On va découper petit à petit, juste dans ce service-là. Et après, quand on va vouloir porter et extraire entre guillemets, le code partagé, on va pouvoir se dire, ce code partagé, il existe déjà dans mon design system, donc au lieu de le recréer, en fait, je vais juste l'inclure. Et en fait, on fait petit à petit, entre guillemets, une migration progressive vers un design atomique. C'est de la même manière, vous pourrez trouver genre dans la littérature comment mettre en place un design system sur une interface en front. C'est les mêmes patterns et les mêmes réflexions qu'il y a à se poser. En gros, comment on découpe petit à petit, comment on intègre. Comment tu gères la remontée des besoins des feature teams, l'essai de solution pas encore final et la décision? C'est un cas particulier versus ça rentre dans le standard plateforme. Ça, entre guillemets, ce que je disais, c'est que c'est un processus de gouvernance à mettre en place au sein de l'organisation. Il n'y a pas de manière miracle et il n'y a pas de genre la solution et la manière de faire unique. Je dirais plutôt à construire conjointement avec les feature teams. Là, en l'occurrence, potentiellement, on pourrait mettre en place un système de pull request ou de merge request où chaque équipe peut pousser un nouveau job sur notre design system et plateforme va pouvoir potentiellement valider ou invalider ce besoin-là en fonction de eux, l'overview qu'ils ont sur tous les projets. Moi, je le ferai de telle manière à ce que les cas particuliers implémentés par les développeurs dans leur projet sont own par ces développeurs-là. C'est eux qui ont la responsabilité du code particulier qu'ils ont développé. Et après, quand ils veulent, entre guillemets, relâcher le support de ça, ils peuvent potentiellement pousser à plateforme que ça rentre dans le design system. Et là, à ce moment-là, l'ownership passe de chez eux à plateforme. Bonjour, je vois bien l'avantage du reusable. Est-ce possible de l'enforce pour les développeurs? Ce devrait-il être le cas? Encore une fois, tout dépend des besoins, tout dépend de votre contexte de développement. Alors, pour l'enforce pour les développeurs, très simplement, je dirais que ça dépend, la fameuse réponse « it depends », de votre organisation. Si vous êtes plus ou moins en phase de start-up où vous devez itérer rapidement sur des process, potentiellement, ça ne sert à rien de consolider les choses. Je dirais plutôt que c'est dans une étape de consolidation, même de boîte et de niveau technique, de stack technique assez avancé, où on vient mettre en place de la cohérence et de la consistance au travers de la stack. Pour moi, vu l'effort que c'est à mettre en place ce genre de système-là, on peut le faire assez tôt dans l'étape de processisation et venir itérer assez rapidement dessus. Mais il ne faut pas se vautrer à essayer d'en faire trop, alors que ça ne correspond pas aux besoins de l'équipe. Est-ce qu'il est possible de gérer des releases d'atomes, avoir un cycle de vie plus versionning? Tout à fait. Ce qui est possible de faire, c'est déjà de définir, comme dans tout repository, des versions. Donc, on a une branche master et on peut tirer des versions. Et on pourrait potentiellement définir et référencer une version 1.0.0 qui correspond du coup au projet en version 1.0.0 de cet atom stage. Et en gros, on va utiliser le versionning du repo pour versionner nos atomes. On va pas pouvoir avoir de versionner différents atomes, on va versionner un repo complet. Ou après, on peut aller dans des solutions comme les librairies, comme ce que je disais, au final, ça revient de faire de la gestion de code. Au final, on peut très bien avoir un système de monorepo, on va mettre à jour et publier et mettre à jour des différents atomes.
Et dernière question, il me semble, tu utilises Pipeline Editor de GitLab pour s'assurer que ton atome, molécule, organisme est valide, syntaxe plus. Ouais, disons que ça évite les allers-retours entre l'IDE et GitLab pour mettre en place ce genre de système. J'utilise les rêves dans les projets consommateurs, des modèles pour gérer les releases. Je me posais la question d'une CI qui teste la validité des modèles proposés dans différentes configurations standards, par exemple. Alors, j'en ai pas parlé dans ma presse, mais justement, j'ouvre le débat là-dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de... En tout cas, dans mes recherches, j'ai pas pu le tester et le mettre en place. Il y a un vrai sujet d'observabilité et de contrôle quand on met en place ce genre de système-là. Pour voir, par exemple, et gérer, imaginons, dans tout un système de release et dans un cycle de vie d'Atomic Design, potentiellement, on va avoir des blocs des atomes qui vont, dans le futur, dans 3, 4, 5, 10 mois, 1 an, vont plus être utilisés, et du coup, ça n'a plus de sens, c'est même inutile de maintenir cet atome-là, donc il va falloir mettre en place un système d'observabilité pour vérifier et voir que cet atome-là n'est plus utilisé, on va pouvoir le décommissionner. Il n'y a pas vraiment de standard pour gérer ça. Je pense que c'est un peu... Là, pour le coup, il va falloir... En tout cas, je ne connais pas connaissance d'outils qui mettent en place des standards là-dessus. Du coup, c'est un peu... Il va falloir se créer un peu sa solution maison pour maintenir tout ça. Voilà. Très bien, super. Merci beaucoup, Léo, pour ta présentation, pour toutes ces réponses. Avant de clôturer, donc le live est enregistré, il sera dispo sur francedevops.fr d'ici quelques jours, le temps de monter la vidéo et de faire quelques ajustements s'il y a besoin. Et je vous invite également à aller faire un tour sur le CFP, à nous proposer vos talks si vous en avez. On est en train de préparer le premier semestre 2024. Léo, on t'a perdu. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mais c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Très bien, merci beaucoup à tous et à très bientôt et bon après-midi. Salut. Salut.